Oui, bonjour. Ah oui, bien sûr, équiper le véhicule. Alors, vous voudriez faire ça quand? Depuis 3 bonnes semaines déjà, le téléphone sonne bien plus que d'habitude dans cet établissement de Gérardmer qui a vu son activité pour ainsi dire tripler. Conséquence de la loi Montagne qui rend obligatoire pour la période du 1er novembre au 31 mars les pneus hiver et autres équipements spéciaux à disposition dans le véhicule pour circuler en zone montagne. Les gens prennent rendez-vous et puis après, comme ils sont informés au niveau de la loi montagne, de toute façon ils savent très bien qu'il faut les mettre. Et de toute façon dans la région sur Gérardmer, c'est mieux d'avoir des pneus neige. Il faut avoir du stock quand même. Oui, on a beaucoup de stock, on prévoit toujours le cours en fin de compte. Une obligation hivernale en vigueur depuis un décret paru au journal officiel en 2020 et qui touche 48 départements français situés dans les massifs montagneux. Les Vosges sont concernés, 143 communes, dont Gérardmer. À l'époque, son maire y était déjà favorable. C'est un équipement incontournable pour la sécurité des personnes, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'adhérence sur la route avec des pneus classiques, et évidemment pour ne pas bloquer nos routes, comme on peut le voir souvent durant l'hiver, des cols bloqués complets par des camions, par des véhicules accidentés. Les secteurs visés par l'obligation d'équipements hivernaux sont indiqués par une signalétique spécifique d'entrée et de sortie de zone. Chez les forces de l'ordre chargées de faire appliquer la loi, la tolérance sera jusqu'au 31 décembre de mise, mais rien n'est moins sûr en cas d'accident du côté des assurances. Les assurances, aujourd'hui, peuvent se retourner contre le conducteur, contre leur assuré, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour avoir une tenue de route efficace. Donc attention à cela, parce que même s'il y a une tolérance, c'est une tolérance, on va dire, morale de verbalisation aujourd'hui, mais elle s'arrête là. Tolérance ou pas, ici le maire saura prendre ses responsabilités. Effectivement, si la météo change et qu'on a de la neige dans 15 jours et des conditions météorologiques qui nécessitent cet équipement-là, nous verbaliserons sur Gérardmer si les gens ne sont pas équipés. Dernière précision qui concerne les poids lourds, ils devront détenir des chaînes à neige pour au moins 2 de leurs roues motrices, même si elles sont déjà équipées de pneus hiver. Un premier atterrissage réussi et surtout très attendu. Ces 170 passagers en provenance d'Algérie sont les premiers à atterrir en Moselle depuis 2019. Mais pas de temps à perdre, ils laissent rapidement leur place à bord du Boeing 737 aux prochains passagers. Et après de longs mois sans vol, ils sont plutôt pressés. On va aller visiter un petit peu la famille et voir notre pays. Ça fait 4 ans quand même qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller. Ça reprend vraiment comme à l'ancienne, vraiment 4-5 vols je crois par semaine. Et franchement ça nous fait du bien, on respire on va dire enfin. L'avenir d'Air Algérie en Lorraine était incertain, si bien que cet été, une pétition a été lancée recueillant plus de 1000 signatures. Alors avec cette reprise, à raison de 5 vols par semaine, Selima, initiatrice de la pétition, est ravie. On est vraiment très content et très satisfait. Surtout que les tarifs pour l'instant étaient assez corrects. Moi, j'ai payé 350 € pour venir aujourd'hui en Algérie. Ce n'est pas que la communauté algérienne qui profite du retour de l'avion, c'est toute la Lorraine dans sa globalité, parce que je pense que le départ d'Air Algérie définitif de cet aéroport fait que cet aéroport aurait peut-être mis la clé sous la porte. Ces vols représentent près de 40% du trafic de Lorraine Aéroport. Et c'est suite à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie fin août que la compagnie algérienne a annoncé son retour dans le Grand Est. La fréquentation des vols devrait reprendre son niveau d'avant-crise avec 56 000 voyageurs attendus annuellement. C'est 2 choses importantes pour la communauté algérienne et pour la survie de l'aéroport. C'est une composante importante par rapport au nombre de passagers pour que notre aéroport, qui est un point important de l'aménagement du territoire de l'ex-Lorraine, continue à exister et trouve toute sa place. Un peu de patience encore pour ceux qui souhaiteraient décoller vers Alger ou Constantine, puisque les vols sont complets pour les 3 prochaines semaines. « 165 sépultures, une qualité de préservation exceptionnelle. Pour cette fouille d'archéologie préventive, les techniciens de l'INRAP sont en plein cœur d'un cimetière carolingien. Si le fait de trouver une nécropole à proximité d'une chapelle n'a rien d'étonnant, découvrir autant de tombes l'est davantage.
En fait, là, c'est vraiment la quantité de tombes et de faire du systématique. En fait, on va toutes les fouiller, on va toutes les prélever, on va toutes les étudier et on va voir un peu la population du village de Saint-Aventin au début du Moyen-Âge, entre le 8e et 10e siècle. Parce que là, on a des hommes, des femmes, on a des enfants, toutes les catégories d'âge, même des tout petits, ce qui est plutôt rare. En général, ils sont plutôt dans les habitats et pas toujours dans les cimetières. Donc là, on a vraiment un échantillon de population qui est intéressant pour l'époque. Cette nécropole située à Saint-Aventin, sur la commune de Verrières, a été détectée en 2014. L'État a prescrit ces fouilles en amont de la construction d'une maison. Depuis le 5 septembre dernier, une poignée d'archéologues s'affairent chaque jour sur le chantier. Si la localisation des tombes est dégrossie à la pelle, il faut ensuite creuser minutieusement. Vous voyez qu'il y a une certaine épaisseur de sédiments à enlever. Pour ça, on utilise des rasettes, des truelles, comme celle-ci. Puis pour le détail, on a des spatules, comme celle-ci, ou des outils de dentiste pour, par exemple, entre les côtes, pour les petits travaux de détail. C'est toujours utile d'avoir quelque chose pour balayer, pour rendre quelque chose présentable. Il faut en moyenne une demi-journée pour traiter une sépulture. Le type de sol facilite cette étape. C'est toujours intéressant quand les éléments sont en très bon état, comme là tous les os sont en super état. Je dirais pas que c'est un plaisir de fouiller un mort, hein, c'est pas le cas, mais au moins ça se fouille très facilement et très rapidement. C'est beaucoup plus agréable dans un sédiment comme ça que sous la boue. Le topographe fait le plan général des fouilles, il est complété par des photographies et des mesures. L'enjeu, documenter précisément les lieux pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors là, on en est à l'étape du démontage, c'est-à-dire qu'on va retirer les os de la terre, après les avoir photographiés et les avoir relevés. Donc on prend les altitudes et on vient les noter sur une fiche comme ceci, où on a pré-rempli les phases d'apparition de tous les os. Et ensuite, on en tire des conclusions sur, par exemple, est-ce qu'il a été enterré avec un linceul ou est-ce qu'il y avait un cercueil, des choses comme ça. Les os seront lavés puis étudiés avant d'être entreposés dans le dépôt de l'INRAP à Châlons-en-Champagne. La rédaction du rapport doit durer environ 2 mois. Les données seront ensuite accessibles, notamment pour des recherches. Au pied du château de Pierre-Percé, il y avait foule samedi matin sur la place du village. Élus de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont inauguré ensemble un hôtel spa de standing et un centre d'accueil touristique. Pierre-Percé, commune meurthe-et-mosellane, a fait le choix d'adhérer à la communauté d'agglomération de Saint-Dié, au nord-est des Vosges, dans ce territoire limitrophe aux 2 départements, prisé pour ses atouts naturels, dont son immense lac du Vieux-Pré. Le maire décidait de lancer en 2014 un projet ambitieux, créer une offre hôtelière haut de gamme en réhabilitant une ancienne friche devenue propriété communale. Chaque week-end, quand il fait beau, c'est 8-9 000 personnes autour du lac. Donc il y a beaucoup de touristes qui passent. Et il y avait un manque récurrent d'hébergement. Mais il fallait aussi trouver le professionnel pour diriger l'hôtel. C'est Logan Log, jeune chef vosgien, propriétaire de 2 restaurants à Saint-Dié et Gérardmer, qui a relevé le défi. Locataire des bâtiments, il gère le logis Altitude, ouvert au printemps dernier, mais il a aussi repris dans le village un autre établissement, le Chalet, hôtel-restaurant où il propose une table gastronomique, et les premiers résultats sont encourageants. Le temps était de la partie, tout était vraiment réuni cette année pour faire une belle saison. On va voir comment ça continue, mais l'été indien s'installe, les vacances de la Toussaint sont bien remplies également. Le projet d'environ 2 millions d'euros a été largement subventionné par les collectivités des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, mais surtout par la région. Le député David Valence, dans ses précédentes fonctions de vice-président régional et de président de l'agglomération de Saint-Dié, a été un soutien de la première heure. On a ici des ingrédients qu'on retrouve presque nulle part ailleurs dans le massif. D'abord un château avec des vestiges importants, le premier château des comtes de Salm, un lac et puis cette forêt magnifique des Vosges. On se croit toujours un petit peu au Canada. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement toutes les bonnes fées, les 2 départements, la région, l'agglomération de Saint-Dié se sont penchés sur ce projet. Pierre-Percé ne compte qu'une petite centaine d'habitants, mais de nombreuses résidences secondaires. Le château est aussi en cours de restauration. Au Pays des Lacs, le village conforte sa vocation de station touristique.
Pour contrer la morosité hivernale, le zoo d'Amnéville s'aventure dans la féerie nocturne. Avec son festival Luminescence, dès la tombée de la nuit, le parc s'illumine et entraîne ses visiteurs dans un voyage onirique et enchanteur. Ces lumières, c'est vraiment féerique, c'est vraiment joli, on n'avait jamais vu et franchement, je trouve que pour les enfants, c'est vraiment très beau, même pour nous. Sur 1,4 km, 900 lanternes et 7000 guirlandes émerveillent le public. Venue de Bourgogne, cette famille est ravie du voyage. On en prend plein les yeux. C'est magnifique du début à la fin, que ce soit aussi bien le zoo, que ce soit aussi bien là, avec les musiques, avec tout ça, c'est vraiment magique. Un beau challenge pour l'équipe des Espaces Verts qui a consacré 8000 heures de travail à la mise en scène des 6 univers de ce parcours lumineux et sonore. Nous avons travaillé avec des artistes et des artisans chinois qui sont venus aux zoo d'Amnéville pour implanter donc ce magnifique décor qui a été imaginé par un autre artiste qui s'appelle Thierry Duguet. Moi je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un vrai vaccin contre la morosité de l'hiver, de la nuit et voilà, apporter de la joie. Malgré la crise énergétique, l'équipe du zoo a tenu à offrir cette magie aux visiteurs. Habillées de soie, les lanternes sont éclairées par des ampoules LED à l'impact environnemental limité. Évidemment, aucune légèreté quand il s'agit d'énergie, c'est un sujet fondamental pour le zoo. Donc sur la durée du festival, donc 5 mois de festival, ça correspond à peine plus d'1% de la consommation annuelle du zoo. Donc on est vraiment sur quelque chose de très limité, dont on espère que les effets, évidemment, en termes d'attractivité et de bonheur client, soient illimités. Lancé dimanche à 17h, Luminescence a attiré en 1 heure 1600 visiteurs dans les allées endormies du parc. Un chiffre qui laisse présager au zoo d'Amnéville un hiver radieux.